Bon, ben merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, en tout cas. Merci à toi de m'inviter. C'est super. Et j'avais quelques questions à te poser parce que je sais que toi, ça fait très longtemps que tu as vécu on va appeler ça éveil. On peut Mhm, l'appeler le réveil, le basculement, le retournement de l'attention qui se reconnaît, mhm, l'attention qui se reconnaît elle-même ou la conscience mhm. qui se reconnaît elle-même. Mais c'est mieux si tu m'en parles un petit peu. Peut-être ta définition à toi de ce qui s'est, entre guillemets, passé, même si Alors, c'est juste une reconnaissance. Et j'aime beaucoup poser cette question parce que ça peut donner vraiment un pointeur direct et comment toi, tu le, mhm, justement, traduis ce pointeur mhm. avec tes mots. Mm. Effectivement, ici, ça s'est passé en 2005, donc ça fait quelques temps. Et pour moi, justement, ce n'est pas juste une reconnaissance. Alors oui, c'est une reconnaissance, mais c'est pas juste une reconnaissance. C'est une reconnaissance qui est complètement fondamentale et bouleversante. Donc, la perception de la vie est radicalement différente après cette reconnaissance. Mais cette reconnaissance, bon, le terme éveil n'est pas un gros mot, hein, il y a certains qui ne me dérangent pas. Et en fait, c'est assez proche de ce qui se vit. C'est qu'auparavant, on est dans une identification à un personnage, à une histoire, à un corps. Et puis, après ce retournement, hein, le mot est juste, un retournement, c'est véritablement au sens de l'attention. C'est la attention qui se retourne sur elle-même et, euh, et qui révèle une supercherie qui existait juste avant cette réalisation. Et donc, effectivement, une fois qu'on se réveille de cette illusion, de cette identification, eh bien, on redécouvre ce qu'on est véritablement, et ce qu'on est véritablement n'a strictement rien à voir avec ce qu'on pensait être. C'est infiniment plus spacieux, et en plus de ça, c'est complètement un avec la vie, avec l'être. Donc, on se renaît en tant que, non pas un être vivant, mais en étant la vie elle-même. Et d'après toi, qu'est-ce qui se passe dans ce retournement? Parce que le fait même de dire retournement, parfois ça peut porter à confusion. Mhm. Parce que finalement, on voit rien. C'est l'attention essaye de se. En fait, on peut aussi dire une immobilisation de l'attention. On serait pas plus faux que ça. C'est C'est-à-dire ça. qu'elle arrête Alors, de bouger. c'est ça. Alors, immobilisation, sachant qu'elle était déjà immobile. Donc, en fait, c'est une réalisation de l'immobilité de la conscience. Donc, la conscience, par nature, est immobile. Alors, j'aime bien utiliser l'image du miroir, parce que le miroir, en fait, est immobile en lui en soi. Hein. C'est ce qui permet de refléter les images. Les images sont en mouvement, elles ont une forme, elles ont une couleur, elles sont impermanentes, et le miroir, lui, est permanent. Donc, en fait, c'est simplement la réalisation du miroir. Donc, le miroir, effectivement, en soi, c'est ce qui accueille toutes les images. Donc, mais il est véritablement reconnu. C'est-à-dire que même s'il y a rien, il y a malgré tout une réalité. D'ailleurs, c'est la seule réalité immuable, en fait. Et après, il apparaît que cette réalité immuable accueille la vie, accueille toute la luxuriance du monde. Et, euh, et donc, en fait, ce rien n'est pas anecdotique. Ce rien, c'est véritablement le cœur même de l'être. Donc, c'est un rien qui est tout, qui est absolument tout. Mais comment tu pourrais décrire le passage, justement, dans. Comment ça s'est fait pour toi, ce retournement? Alors, ça s'est fait à travers un questionnement intense. Alors, j'avais déjà comme souvent, comme beaucoup de chercheurs, hein, une forme de nostalgie de quelque chose qu'on sait être, mais qu'on ne vit pas pleinement. C'est ce qui nous met en chemin. S'il n'y avait pas ça, on ne se poserait même pas la question, il n'y aurait pas de mise en chemin, de mise en route. Et donc, à un moment, cette intuition d'une vérité, comment dire, transcendante, on va dire ça comme ça, cette intuition euh, était juste en arrière-plan et puis elle nous accompagnait dans la vie et ça se passait très bien comme ça. Et il y a un moment où cette intuition, enfin cette aspiration à savoir, à connaître, était tellement intense. Le monde en fait le quotidien ne me suffisait plus quoi et à travers des questions c'était devenu véritablement une crise existentielle
qu'il a fallu vraiment que j'aille au fond du fond de la question pour réaliser, pour comprendre en fait quelle était cette réalité. L'objectif n'est pas de l'éveil. Hein. Au fond, on cherche pas vraiment l'éveil. Alors, on est plutôt on est un peu comme un saumon qui remonte un fleuve, quoi. C'est que naturellement, on a besoin d'aller reconnaître quelque chose qu'on sait être là. Et puis, euh, cette soif de savoir, on va dire ça comme ça, est, est intense, à un moment donné, c'est comme une suffocation. J'ai vécu comme une suffocation, il fallait absolument que je reprenne mon souffle. Et c'est dans cette suffocation que j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté tout ce que j'avais pu lire, comprendre, entendre sur la spiritualité, parce que tout ça ne m'était d'aucun secours finalement. C'était juste là, dans l'esprit, et ça ne m'aidait pas finalement à voir, en fait. Et ça n'avait pas la saveur, on va dire. Et donc, suite à ça, eh bien, cette profonde introspection qui s'est manifestée sous la question, quel est le cœur de la spiritualité? Quel est le cœur éternel de la spiritualité? Et donc, en allant jusqu'au bout de cette question et en faisant table rase de tout ce que je savais, eh bien, il y a comme un effondrement. Donc, tout est tombé et il restait simplement, eh bien, l'être, quoi. L'être. Et, c'est du coup, à ce stade-là, tout mot est forcément faux, quoi. Mais il restait ce qui constitue ma vraie nature, le cœur profond du je suis, qui est aussi le cœur profond de la spiritualité. C'est la même réalité. Ce que je suis véritablement, c'est ce que l'être est véritablement. Donc il n'y a plus de division. Je le dirais comme ça aujourd'hui, peut-être que demain je le dirai autrement, mais aujourd'hui c'est comme ça que ça prend forme. Et dans l'aspect, tu sais, je suis assez, j'essaye d'être le plus précise possible parce que Mhm. sinon ça reste un peu du concept pour les personnes qui peuvent Bien sûr, regarder. absolument. On pourrait croire que si c'est du questionnement, c'est par le questionnement et le concept qu'on va arriver à l'être, alors que c'est surtout pas C'est ça. ça. Alors c'est pas du questionnement intellectuel, c'est une sorte de curiosité. C'est plus une curiosité, une aspiration alors c'est quoi le mot? À voir, à réaliser. C'est une aspiration à réaliser. Mais quand je dis réaliser, c'est pas au sens de comprendre, parce que comme je le disais, toutes les compréhensions que j'ai pu avoir à travers les différentes lectures, pas trop les vidéos, parce que au moment où je cherchais, il n'y avait pas vraiment de vidéos. Ça, c'est un phénomène assez nouveau. Donc, à travers les lectures, à travers les, euh, les retraites, euh, ont permis d'accumuler pas mal de savoir, justement. Mais aucun de ces savoirs ne mettait d'aucun secours pour pouvoir réaliser vraiment quel était le sujet. Euh, et à un moment donné, il a fallu justement jeter tout ça, me débarrasser de toutes ces croyances, de tous ces savoirs, pour voir véritablement. On a de dire, alors, une pomme, c'est cette couleur, c'est cette saveur-là. Alors, j'ai entendu tout sur la pomme, sur la saveur, la couleur, la forme, mais à aucun moment j'avais vraiment goûté la pomme. On va dire ça comme ça. Et à un moment donné, eh bien, il faut oublier tout ce qu'on peut dire sur la pomme pour vraiment croquer dedans, quoi. Est-ce que tu pourrais décrire ça peut-être comme l'arrêt du mental, justement, l'arrêt du mouvement automatique, lorsque l'attention, elle ne suit plus le monde des idées, des descriptions, des références Bah, à l'arrêt du quelque mental, chose? tout à fait. L'arrêt du mental n'a pas été la cause, elle a été l'effet. Donc, il ne s'agit pas de se En dire effet. je vais essayer d'arrêter le mental, mais plutôt à travers cette réalisation, il apparaît que finalement c'était au-delà du plan du mental. C'est que le mental peut, alors, en revanche, euh, je ne dis pas qu'il faut jeter non plus le bébé avec l'eau du bain. Je ne discrimine pas le mental. Simplement de réaliser que ce mental, qui est très utile au demeurant, ne nous permettent pas d'accéder à ce plan de l'être. Le mental permet de comprendre des choses, de comprendre les formes, mais le mental ne se situe pas sur le même plan que l'être. Et la réalisation, donc la réalisation du soi, pour reprendre des termes utilisés beaucoup en spiritualité non duelle, eh bien, ne passe pas par ce plan du mental. À un moment donné, il faut sauter du plongeoir pour revenir, pour basculer dans l'être. C'est toujours un peu difficile d'en parler parce que tout de suite, ça devient conceptuel et tout de suite, effectivement, on essaie d'en faire quelque chose alors que c'est infiniment, infiniment plus simple que ça. Euh,
C'est vrai que j'aime beaucoup dire que nous sommes, notre vraie nature, c'est l'ici et maintenant. Alors, l'avantage de l'ici et maintenant, bon, ça peut devenir un concept aussi, mais c'est que tout le monde sait de quoi on parle lorsqu'on parle de l'ici et maintenant. Quand on dit ici, il n'y a pas besoin de faire une conférence de 4 heures pour expliquer ce qui est ici. Pareil pour maintenant. Eh bien, il apparaît que cet ici et maintenant, c'est vraiment notre nature. Tout arrive en second plan, y compris notre histoire, notre vie, nos identifications. Et à la source de l'être, c'est cet ici et maintenant que nous sommes. Nous ne sommes que cette vacuité de l'ici et maintenant. Oui, en fait, c'est un des pointeurs que tu utilises justement Oui, pour essayer c'est un des pointeurs que j'utilise d'amener et qui a l'attention. tout à fait et qui a permis à certains de basculer justement, de revenir à cette simplicité de l'ici et maintenant. Je ne suis pas ici et maintenant, mais je suis l'ici et maintenant. Et là, on passe un voile. C'est qu'en fait, rien ne peut être exclu de tout ce qui s'y passe dans cet ici et maintenant. Exactement, exactement. En fait, l'ici, c'est pas un lieu. Euh, Tout à l'heure, je te disais que je prends beaucoup le train, donc je me déplace de Normandie à Paris. Le paysage défile, mais c'est toujours ici. L'ici est éternel, et c'est toujours maintenant. Donc même si mon train part à 7h40 et il arrive à 9h20, eh bien, c'est toujours maintenant. Donc c'est les heures défilent sur l'écran du téléphone, mais c'est toujours maintenant. Et ça demeure. Et c'est notre véritable nature. Et on y inclut absolument tout ce qui s'y passe, c'est-à-dire les sensations, tout ce qu'on peut ressentir au niveau énergétique, tout ce qu'on peut penser, toutes les images mentales, Les pensées, et les ouais, émotions, les ressentis, tout ce qui absolument, apparaît. exactement. Tout se manifeste au sein de cet ici et maintenant que je suis. Et rien ne saurait apparaître en dehors de cet ici et maintenant que je suis. Donc, qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est ça. En fait, ce qui reste aussi, c'est l'évidence du silence, puisqu'il n'y a plus rien à dire à partir de là. Enfin, le terme d'évidence est fondamental. Parce qu'en fait, c'est ça, on cherche quelque chose de compliqué alors que c'est le cœur même des évidences. C'est l'évidence des évidences. C'est l'évidence sans laquelle aucune évidence ne serait possible. L'évidence d'être, en fait. Donc c'est vraiment la source de toute évidence. On peut douter de strictement tout. On peut douter d'absolument tout. Est-ce que ce que je vis maintenant n'est pas un rêve? Est-ce que je suis peut-être en train de rêver cette salle, ton visage sur l'écran? Je suis peut-être en train de le rêver. Peut-être que dans quelques secondes, eh bien, il y a une autre image qui va apparaître et je réalise que c'était qu'un rêve. Donc même le fait de te voir n'est pas l'évidence fondamentale. En revanche, l'ici et maintenant, au sein duquel ce rêve ou ces images apparaissent, lui, par contre, est absolument évident et indubitablement évident. Je crois aussi qu'il est indubitablement évident et puisqu'il fait taire le mental. C'est-à-dire que quand cette évidence apparaît, le symptôme, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Donc la voix dans la tête n'a absolument plus rien à dire. Puisqu'il n'y a plus rien qui peut être jugé, mis à distance, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de différenciation entre soi et ce qui se passe. Mhm. Disons que c'est une réalisation, mais est-ce que ça dure dans le sens... c'est une expérience aussi, je dirais dans sa globalité euh, Alors, c'est une expérience, c'est l'expérience de ce qui est au-delà de toute expérience. Donc, effectivement, l'éveil en lui-même est est ponctuel. Et je peux voilà, le 1er juin 2005, il y a eu cette bascule. Donc, en fait, c'est dans le temps. Il y a une, moi, je me souviens et je peux me rappeler du moment précis, de la situation et le contexte au sein duquel cette réalisation s'est produite. En revanche, ce qui a permis de voir cette réalisation, notre véritable nature, était déjà là. Il est toujours là. Donc c'est comme je l'avais déjà exprimé comme ça sur une vidéo que j'ai fait il y a très longtemps qui s'appelle Qu'est-ce que l'éveil, où c'est comme une fenêtre
avec un rideau qui s'ouvre, ce qui fait qu'on voit le ciel. Le ciel nous apparaît pour la première fois, mais on réalise clairement que le ciel était déjà là avant l'ouverture du rideau. Le ciel n'est pas né au moment où le rideau s'est levé. Le ciel était déjà là, et le ciel est toujours là. Donc à la fois, la bascule en elle-même, elle est ponctuelle. En revanche, ce que révèle la bascule est immuable et atemporel. Et donc après, il peut y avoir, si on... Alors parfois, ce qui se passe, c'est que pendant cette bascule-là, il y a enfin, des émotions particulières qui sont là, un ressenti particulier qui est là, et on prend ça pour l'éveil. Alors pendant ce moment, tout était beau, tout était calme, tout était paisible, et on finit par prendre ce contexte sensoriel, émotionnel, pour l'éveil. Alors, ce qui fait que quand ce contexte disparaît, on se dit, ah ben mince, j'ai perdu l'éveil. Alors que euh, cette réalisation, c'est cet ici et maintenant qui, lui, est toujours là, quel que soit le contexte sensoriel. Même si je suis dans la tristesse, dans la peur, dans le doute, c'est toujours au sein de cet ici et maintenant que je suis. Non, ce que je suis n'est pas enfin, n'est pas conditionné par ce qui se vit à cet instant. Donc, lorsque qu'il est perçu que je suis cet ici et maintenant, eh bien, il n'y a plus d'aller-retour possible, puisque l'ici et maintenant ne fait pas d'aller-retour. À la limite, l'attention peut se détourner, peut être un petit peu accaparée par les situations, mais c'est lorsqu'il est perçu que tout ça apparaît toujours au sein de l'ici et maintenant, il y a plus d'aller-retour. C'est pas possible. Est-ce que, justement, puisqu'on on en va en venir à, à ce qui se passe après, c'est Mhm, un sujet qui m'intéresse beaucoup et comme toi, ça fait 20 ans, 21 ans bientôt, mhm, que ça, en 2005, ça fait presque 20 ans, ouais, c'est ça. mhm. Et donc, ouais, qu'est-ce que tu as vu en fait, comme processus après en toi? Comment tu as pu vivre ça? Justement, est-ce qu'il y a eu ce qu'on peut appeler la lessive après? Parfois appeler la lessive, c'est-à-dire bah, des choses qui remontent à la surface pour être vues, un système nerveux qui change, un corps qui se transforme, et puis des perceptions qui se transforment, et un apaisement qui se fait au fil du temps, etc. Ce qui est assez finalement commun, qui serait peut-être bon de décrire pour dire tout est normal, vous inquiétez pas. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, justement, avec le temps, mon discours se focalise beaucoup plus sur cette dimension-là que sur la réalisation en soi, que sur l'espace que nous sommes. Parce que l'espace que nous sommes, bah, nous le sommes déjà. Donc il y a pas forcément grand-chose à en dire. C'est cette vastitude au sein duquel la vie se vit. En revanche, là où quelque part où il y a véritablement une alchimie, j'aime bien utiliser ce terme-là, c'est au quotidien. Donc, auparavant, après 2005, je parlais énormément du soi, de la vastitude, de l'ici et maintenant, de l'éternel, etc., de la dimension divine, et finalement assez peu de la dimension humaine. Et après de nombreuses années, bah, il m'apparaît à travers mon vécu, mais aussi à travers, et surtout, je dirais même, à travers les échanges avec les personnes qui sont en chemin, que finalement, c'est là que ça se joue. C'est au quotidien. C'est et c'est pour ça que je te disais que ça pouvait vite devenir un échappatoire, ou plutôt que d'aller faire la lessive, parce que cette lessive-là, je précise qu'il n'y a pas besoin d'avoir réalisé quoi que ce soit pour la faire. Ça, c'est notre vie quotidienne qui nous amène à faire la lessive, à, à aller rencontrer ce qui nous empêche d'être heureux, à aller nettoyer ce qui nous pèse depuis des années, des traumatismes, des blessures. Ça, je dirais que c'est même pas une question d'éveil, c'est une question de chemin de vie en fait. Et avec ou sans réalisation, c'est là. Et l'une des croyances, c'est d'imaginer que lorsque je m'éveille, eh bien tout ça c'est nettoyé. Il y a des choses qui tombent, oui. Tout ce qui est, on va dire, lié à l'identification, du coup, comme la source de l'identification est disparue, ça s'effondre. Donc ça fait quand même déjà un beau nettoyage, hein. Il y a une bonne partie qui part, qui s'effondre, mais il y a toute une partie qui est toujours là et qui se nettoie au fur et à mesure. C'est pour ça que souvent je différencie l'éveil et la maturité, la sagesse, qui sont deux choses différentes. On peut bien
on peut réaliser ce que l'on est. Pour autant, eh bien, le chemin de maturation, de sagesse, d'expérience de vie continue à se faire. On continue à vivre des expériences qui nous transforment. On continue à aller rencontrer des blessures, à vivre des guérisons, des apaisements, des lâcher-prises. Et c'est toute la beauté de la vie, elle est sur ce plan-là, en fait. C'est magnifique d'être libéré de l'identification à un corps, etc. Mais au sein de cet espace, eh bien, ce qui est beau, c'est le quotidien. C'est là quelque part que la saveur, elle est en fait. C'est pas le miroir. Un miroir, je dirais quelque part, c'est froid en fait. Et ce qui est beau, c'est ce qui apparaît dans le miroir, Cette rencontre avec la vie que nous sommes. complètement. Mm. Euh, euh, c'est d'autant plus important que c'est sur le plan de l'humain, véritablement, c'est comme ça que je le vis, que se vit l'amour. Lorsqu'on dit que l'éveil, c'est l'amour, j'ai pas cette perception-là. L'éveil, c'est l'ici et maintenant, avec ou sans amour. Si je suis cet espace depuis toujours, on peut pourtant dire que je n'ai pas, on ne ressent pas tout le temps l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on vit qu'on vit en continu. Ce que je le suis en continu. En le moment, ceci dit, on peut avoir des moments d'amour, des moments de non-amour, des moments de colère, de rejet. Donc en fait, après, sur ce plan-là, après, ça dépend ce qu'on entend par amour, mais comme je suis d'accord avec toi sur la nécessité d'être précis. Si comment dire, par convention, on se dit l'éveil c'est l'amour, ok. Donc du coup, on passe à côté de ce qu'est véritablement l'amour. L'amour, c'est une ouverture qui se fait, une ouverture qui se fait au quotidien, à travers, comme tu le dis, hein, comme tu dis très bien, à travers le non-jugement qui s'installe progressivement, mais le non-jugement, c'est pas quelque chose qui se fait immédiatement, c'est tout un processus, le non-jugement. Ça se passe à travers le pardon, à travers la compréhension, à travers les échanges, et là, hein, il y a un non-jugement qui s'installe, contrairement à l'éveil qui est déjà, le soi est déjà, hein, il n'y a pas besoin d'être installé, c'est déjà là. En revanche, l'amour s'installe. J'aime beaucoup la phrase de Rumi qui dit qu'il ne s'agit pas de trouver l'amour, mais de rencontrer tout ce qui fait obstacle à l'écoulement naturel de l'amour. C'est vraiment comme ça que ça se vit, en fait. C'est qu'est-ce qui, au quotidien, nous empêche de vivre pleinement l'amour? Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner? Qu'est-ce qui nous empêche de, de rencontrer l'autre véritablement? Et c'est ça qui est beau, c'est que sur le plan humain, après, il y a une altérité qui se vit. On rencontre un autre et on grandit avec l'autre et on échange avec l'autre et on partage avec l'autre. Et c'est ça qui est beau, en fait. Ça se vit pas sur le plan du divin où tout est un. L'amour, la rencontre, l'échange se vit sur le plan horizontal, sur le plan du changement, du temps, quelque part. Même si on dit qu'il n'y a pas de temps, moi, il y a quand même un déroulement qui se fait. Et c'est sur ce plan-là que l'amour se rencontre et l'amour se passe aussi par des guérisons. Souvent, quand on n'aime pas, c'est parce que, eh bien, il y a eu des blessures ou un système, un mécanisme de défense qui fait qu'on ne s'autorise pas à aimer parce qu'on a peur de souffrir. Et voilà. C'est ça qui est aujourd'hui quelque part mon discours est beaucoup plus sur la dimension de l'amour parce que finalement, je dirais que c'est l'apogée de la sagesse, l'amour en fait. Ouais. Et, est-ce qu'il y a pour toi une vraie dimension corporelle, physiologique, énergétique qui se ressent? Et où est-ce que tu placerais tout ça au niveau énergétique? Parce que chez moi, ça a pris le devant juste après ce basculement, comme un sixième sens qui n'était pas là avant, et qui est arrivé au premier plan. Ouais. Et cette énergie qu'on peut appeler Kundalini, qui a commencé à être mon gourou hein, depuis Mhm. l'intérieur, et qui était l'initiatrice de ces changements, de ces prises de conscience, de ces nouvelles réalisations qui se sont succédées. Et, ça m'a appris comment ça fonctionnait le manifester. Mhm. Et, ouais, donc j'aimerais bien avoir un petit peu ton retour là-dessus. Comment Oui, c'est passé pour toi? tout à fait. Alors, cette sensibilité à la dimension énergétique, elle est justement venue après. Elle n'est pas venue immédiatement.
s'y quitte immédiatement, c'était la vastitude. Et d'ailleurs, il y a eu même un moment de flottement, hein. Au moment où il y a eu cette réalisation-là. Je ne vais pas le nommer, alors certains donnent des noms à cet état. Je ne vais pas nommer parce que c'est encore ajouter des concepts, mais euh, pour le décrire, à un moment, il y a euh, une forme de désintérêt au monde, parce que le monde est secondaire, de toute façon, il est passager, il n'a pas de réalité définitive, donc c'est pas très important en fait, et il y a une espèce de positionnement dans cet espace. Et il apparaît que ce positionnement, il est assez insipide, en fait. C'est que c'est pas c'est extrêmement calme, hein, mais c'est calme, mais sans justement vivre l'amour ou des choses comme ça. Et, c'est, je pourrais dire même quelques années après, hein, c'est pas immédiat, mais quelques années après, où après, alors pour être plus précis, je me suis réconcilié avec le monde après, on va dire, quelques jours. À un moment donné, quelque chose qui n'allait pas. C'était incomplet. À la fois, c'était vaste et immuable, à la fois, c'était incomplet. Et donc, euh, c'est comme si il n'y avait pas de respiration, en fait. C'était un petit peu en apnée. Et donc, c'est en re-rencontrant le monde, allant rencontrer le quotidien, l'ordinaire du quotidien, que c'est comme si il y avait une nouvelle respiration qui se faisait. Mais c'était pas une respiration de chair, c'était une forme de respiration spirituelle, on va dire. Et plusieurs années après, en observant, effectivement, il apparaît que même ce qu'on appelle matériel, finalement, n'est que énergie. Et aujourd'hui, la notion d'énergie, quelque part, elle est, je la vois partout, en fait. L'énergie est partout, dans chaque chose. Et nous éprouvons, en fait, nous expérimentons le monde uniquement sur un plan énergétique. Toutes les sensations que nous avons du monde ne sont qu'énergie, ne sont que c'est que des vibratoires, en fait. C'est que des vibratoires. Les sons, les couleurs, c'est vraiment perçu. Alors, faut pas non plus, je veux pas non plus que créer une nouvelle croyance en disant, oula, bah, ça veut dire que moi, si je vois pas le monde comme vibratoire, c'est que c'est pas ça. Non, non, non. Ça, faut pas ça peut se vivre comme ça et ça se révèle comme ça. Mais il s'agit pas de, enfin, tel que j'ai vécu, j'ai Comment pas ça se cherché. révèle? Voilà, ça Comment se ça se révèle. révèle pour toi, justement? Comment est-ce que tu le... parce qu'on peut que décrire sa propre expérience. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu Bien pourrais le sûr, décrire, justement? absolument. Qu'est-ce Euh, c'est que en observant le monde, euh, je ne vois plus le monde comme une multitude de formes, une multitude de couleurs, mais comme les variantes d'une réalité unique, en fait. Donc, il n'y a pas... par exemple, tu es une variante tu es une manifestation du monde, tu es une variante de moi, une variante du mur derrière. Ce sont que des variantes. C'est une réalité unique qui se manifeste à travers différentes formes, différentes couleurs. Mais c'est toujours la même vie, dans le sens vibratoire du terme, dans le sens où euh, je, je perçois je perçois le monde comme fluide. Tout est fluidité, tout s'écoule en fait, tout est, enfin rien n'est figé, il y a pas de, enfin, rien n'est solide en fait, tout est fluide. Et ça se vit énergétiquement de manière à ce que lorsque le monde est accepté, je le vis. Alors c'est difficile à mettre des mots dessus, mais quand le monde est accepté dans sa fluidité, donc il n'y a pas de refus du monde, eh bien c'est comme ça que se perçoit l'amour en fait. L'amour a cette dimension fluide qui se vit lorsque j'accepte le monde dans son unité, dans sa fluidité. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais parce que tu poses de très bonnes questions. On m'avait jamais posé la question de cette forme-là, donc j'essaie de mettre des mots sur ça. Euh, que je peux le, poser une question bien supplémentaire sûr, avec qui plaisir, pourrait nous aider? absolument. C'est l'importance du positionnement de l'attention, c'est-à-dire par rapport comment est-ce que tu places l'attention? Est-ce que l'attention, elle peut se focaliser sur des objets ou elle peut se défocaliser des objets? On peut aller vers le rien ou alors inclure absolument tout. Pour moi, c'est comme ça que je peux percevoir différentes réalités. Et le facteur omniprésent, c'est l'attention. Est-ce que j'en fais?
ce qui est en Mhm. effet. Donc, pour moi, l'énergie se perçoit comme ça. C'est-à-dire que tout ce que je crois être forme retourne au Mhm. vide. Mhm. Mais il y a d'abord la phase énergétique avant le vide complet. C'est-à-dire que bah, ça se fond, ce qu'on appelle une structure, ce qui est, comme tu décris, le mur, le brin d'herbe, la personne, absolument tout ce qui s'y passe ici, pour moi, c'est jamais que la même énergie qui s'est structurée, qui vibre à une Mhm. certaine fréquence. C'est ça. Mais comment je le sais? Parce que quand je maintiens mon attention sur quoi que ce soit, à un moment donné, ça fond. Le sujet et l'objet mergent ou fusionnent ou deviennent un. Et c'est ressenti comme une absence de séparation. Et il n'y a plus qu'un ressenti énergétique euh, avant qu'il n'y ait plus personne, et même plus de conscience de quoi que ce soit. Et Mhm. je dirais que je le décrirais comme ça personnellement, tu vois. Et, ça, Ouais, c'est c'est intéressant. mon C'est expérience. intéressant. C'est intéressant. Euh, par rapport au mouvement de l'attention, euh, ce qui se, ce qui se est constaté maintenant, c'est qu'avant la réalisation, c'est comme si notre attention, il y avait une forme d'hypnose en fait, que notre attention était figée. Quand on regarde, on voyait qu'une dimension. C'était une espèce euh, comment dire, de paralysie de l'attention. Donc c'est comme si on était paralysé sur une dimension. Alors, lorsqu'il y a la réalisation, il y a déjà un mouvement qui se fait, c'est la bascule, hein, le retournement. Mais ce mouvement d'attention-là, il peut se faire dans plusieurs dimensions. Donc, il peut se faire comme ça, mais il peut aussi se faire, effectivement, il peut se focaliser, il peut s'élargir, il peut se défocaliser, un petit peu simple, presque sur le plan photographique, en fait. Et selon où on porte l'attention, eh bien, on accède à des plans, des dimensions qui sont différentes. Alors, ce que tu décris, me, je le perçois parfois je pense que beaucoup peuvent le percevoir au moment par exemple, une sieste. On a fait une sieste, le monde avait disparu, hein, on n'était pas allé sur un autre plan, et lorsque le monde réapparaît, eh bien, il y a une espèce enfin, le monde, il réapparaît dans son ensemble, en fait. Et il a à la fois, il n'a pas de consistance, mais il est là, il n'a pas de consistance, et puis il constitue un tout. Et puis après, eh bien, selon l'attention, selon les préoccupations de chacun, eh bien, l'attention va se reporter sur une dimension, un plan, un autre plan. Euh, alors, je ne sais pas si ça résonne avec ce que tu partages, mais c'est Oui, comme ça que je le vois, en tout cas, pour ma part. Mm. oui, oui, mais merci de le partager, tu vois. Pour moi, ça fait partie justement des détails, tu vois. On rentre vraiment dans comment ça se passe, tu vois. Mhm. Comment tu le vois vraiment dans l'aspect très physique, Mhm. physiologique des choses. Mhm. Parce Mhm. que c'est très perceptif, tout ça. En effet, ouais. Euh, C'est très perceptif, et je dirais que c'est fondamentalement perceptif, c'est vrai. C'est qu'une question de perception, d'attention, puisque c'est une question de conscience, en fait. Et donc, il y a la conscience dans son sens absolu, dans sa vacuité, sa spatialité, et il y a les mouvements de conscience, qui sont l'attention qu'on peut déplacer et qui nous permet d'accéder à des plans ou à d'autres. Et en fait, ce qui est beau, c'est de voir que justement, lorsqu'on retrouve toute la mobilité de l'attention, eh bien qu'on peut aller dans des dimensions tout à fait luxuriantes, quoi. Et certains seront peut-être plus réceptifs et plus perceptifs par rapport à des plans que d'autres. Et ça, c'est très bien aussi, hein. Euh, Certains seront extrêmement plus, on va dire, sensibles et auront une plus grande acuité par rapport à une dimension purement vibratoire sur certains plans. Certains, ça peut se manifester par peut-être de la médiumnité ou de la clairaudience, de la clairvoyance. Et donc ça, c'est simplement, et ça, c'est la singularité, c'est la façon dont au quotidien va se vivre ces mouvements d'attention. Au quotidien, chacun portera peut-être son attention sur des dimensions plutôt que d'autres, en fonction peut-être de leurs besoins, de ce qui a besoin d'être vécu, d'être clarifié, et ça, c'est le chemin de vie, je pense, hein. C'est comme ça que je le perçois. Justement, tout ce qui est du domaine je dirais euh, c'est quoi le mot que je cherchais? Pas des pouvoirs, mais dire des expériences psy, ce qui est appelé Mm. expérience psy. Euh, Comme tu parlais de médiumnité, de clairvoyance, euh, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce que ça fait partie, si tu veux, d'un sorte de plan qui est toujours là? Et en même temps, il y a tous les plans.
ici présent dont tu as besoin de se servir au quotidien, entre guillemets, de te servir, c'est-à-dire tu as besoin de fonctionner dans un métier parce que toi, tu es Mhm. très occupé. Euh, Peut-être que tu peux en parler aussi, mais Mhm. euh, tu as une vie, je dirais, entre guillemets, normale, c'est-à-dire que tu travailles, tu as un métier sérieux Mhm. Mhm. Oui. qu'on pourrait ne pas qualifier spécialement de spirituel, et pourtant c'est vraiment de la spiritualité appliquée. Donc ça te demande une certaine attention pour les choses du quotidien, à gérer plein de choses très compliquées, il semble. Et en même temps, je me posais la question, à quoi ça ressemble ton univers? Parce que tout est esprit pour moi, tu vois, mais qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur? Et est-ce que justement, quand on a réalisé le soi, finalement, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un plan où il n'y a plus rien, c'est la Mhm. réalisation du non-être. Et à partir Mhm. de là, toutes les dimensions sont accessibles en même temps. Mais on va peut-être privilégier en fonction des besoins, ou il y en a une qui sera plus en avant que l'autre. Ça peut être plus ou moins réduit comme spectre de perception. Ouais. Ce qui se vit ici, c'est que le mouvement d'attention a retrouvé a retrouvé une forme de souplesse, en fait. C'est que il n'y a pas, je ne vis pas d'effort pour passer d'un plan à l'autre en disant, tiens, alors là, je vais au travail, donc c'est un plan, j'ai mes responsabilités, je vais encadrer des équipes, et là, donc, mon attention, je vais la mettre là. Ah bah tiens, là, je suis, par contre, je prends le train, je vois le paysage, je, ça se fait complètement naturellement, en toute fluidité, en fait. Donc, il y a même plus, il n'y a pas d'effort. C'est le monde arrive tel qu'il arrive en fonction des situations. Euh, et au-delà de ça, euh, il n'y a pas de différenciation des plans. Euh, comme je te le disais au début, en fait, on parle souvent en management de trois plans. Le plan professionnel, le plan des loisirs, le plan de la famille, et il faut équilibrer ces trois plans pour avoir une vie réussie. Et bah, le plan spirituel, c'est pas un plan supplémentaire en fait. C'est pas un des plans, c'est pas un quatrième plan. On va dire le plan spirituel, pour dire ça comme ça. Et encore en disant plan spirituel, c'est qu'on imagine que c'est un plateau supplémentaire. Mais c'est pas un plateau de la vie. Il englobe tout. Il englobe tous ces plateaux, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque expérience est, d'une certaine manière, une expérience spirituelle. Chaque expérience est une opportunité d'aimer. Chaque expérience euh, le maître d'Arnaud Desjardins avait un bel aphorisme qui disait que tout lieu est un lieu pour être. Et c'est ça, en fait. C'est que tout instant de la vie, tout moment de vie est, l'occasion d'être, en fait, est un espace et l'espace de l'être, en fait. Donc, il n'y a plus de différenciation entre la vie privée, la vie professionnelle, la vie ci, la vie ça. Tout est la vie. Il n'y a plus de cloisonnement, en fait. Il n'y a plus de cloisonnement. Hum. Et sans effort. Voilà, c'est la vie qui se déroule. Et l'attention se pose au moment où elle doit se poser, à l'instant où elle doit se poser, sans effort, en fait. Et dirais-tu que tes perceptions extrasensorielles, voilà, c'est encore un Hum, terme hum, qui vient de me venir, c'est pour décrire simplement une perception peut-être sans parole nécessairement, une perception directe de certaines choses au niveau télépathique parfois, hum. d'entendre, de voir, de sentir des choses au niveau de l'intuition qui se sont développées au fil des années, qui étaient peut-être pas là avant, pas aussi Oui. présentes. Mais en fait, pour euh, simplifier cette dimension, je vais le placer sur le plan de l'écoute, en fait. Lorsque l'on est identifié et que l'attention elle est focalisée sur moi, je, de fait, on n'est pas réceptif à l'autre. Et toute cette capacité à voir l'autre, à le comprendre, à aller au-delà de l'apparence, n'est que le fruit de l'ouverture, de l'amour, de l'écoute. Lorsqu'on perçoit l'autre, lorsqu'on ouvre les bras à l'autre, pas que physiquement, mais qu'on est complètement ouvert à l'autre et qu'on est complètement de l'écoute de l'autre, eh bien, oui, on va percevoir des choses qu'on ne percevait pas avant, mais tout le monde a cette capacité-là. C'est simplement que notre attention n'est plus focalisée sur moi-je,
mais qu'elle s'ouvre complètement à l'autre et que du coup, même les non-dits, on va les percevoir, même les intentions, on va les percevoir. Donc, je dirais que c'est simplement enfin, sur ce plan-là, l'écoute, l'attention et l'amour donnent accès, d'une certaine forme, à des capacités extrasensorielles. Euh, j'ai toujours été, même avant la bascule, intéressé par ces dimensions de l'invisible, avec cette conviction de toute façon que ce qu'on perçoit n'est pas que la seule réalité. Et aujourd'hui, cette sensibilité est toujours là, cette sensibilité à l'invisible, aux différentes dimensions à travers lesquelles le monde apparaît. Et cette dimension, il y accède avant tout par l'attention et l'écoute, en fait. Simplement d'être réceptif. C'est le fruit de l'ouverture, en fait. Ça me fait rebondir sur un point, je pense qu'on y reviendra à ce que tu es en train de dire justement, tout est lié. C'est que il me semble en tout cas que le processus après le basculement ou même avant, hein, de nettoyage, de guérison intérieure est un processus énergétique qui nous amène à ne plus être en résistance avec ce qui est, d'instant en instant, avec le présent tel qu'il apparaît. Ça rééquilibre cet aspect yin, très réceptif, justement. Plutôt que d'être dans le moi-je résiste et je veux ceci, je veux la vie à ma façon, et puis je l'ai pas d'ailleurs, mais je suis obsédée par certains trucs. Là, du coup, ça commence à s'ouvrir parce qu'il y a de moins en moins de résistance à ce qui est. Donc, il y a plus de silence qui se fait, plus d'écoute qui se fait. Ça peut être un facteur. Mhm, Euh, ce que je vois en arrière-plan et ce qui apparaît au fil des consultations que au fil du temps, j'en ai eu quand même pas mal maintenant, et puis des entretiens avec les uns, avec les autres, comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui pourrait être appelé comme le refus d'incarnation, c'est-à-dire une résistance au fait même d'être ici. C'est comme si on est là, mais on veut pas être là. Et, euh, et ce truc-là, on a besoin d'aller le voir à un moment donné. Après le basculement, ça devient un poids, hein, parce qu'il y a cette envie de fuite, et peut-être parfois, justement, quand tu disais de se mettre dans l'arrière-plan, c'est peut-être une forme d'évitement. mhm, Mais c'est pas qu'on veut éviter, c'est qu'on sait pas faire autrement qu'apprécier cette vastitude. C'est après l'éveil, généralement, il y a un certain temps qui est quand même consacré au fait de se baigner dans cet absolu, c'est tellement agréable, on est d'accord? mhm, Que l'extase dure un certain temps, c'est normal parce que c'est vraiment c'est extatique. mhm, Donc on veut pas vraiment nécessairement le quitter. Mais on sait que c'est pas complet. mhm, Et moi personnellement, tu vois, après ça, pour moi, mais j'ai plus envie de refaire une vie normale. Enfin, repartir dans le rêve, repartir dans la carrière, repartir dans le machin, le truc, l'implication, tu sais, du couple, etc. Il n'y avait plus besoin de tout ça. mhm, Mais on vit plus, alors on fait quoi? Et il y a eu un temps où après, je me suis dit, mais là, j'aimerais bien retirer la prise du mur et puis hop, on passe à autre chose, quoi. La vie humaine, non. Non, non, faut revenir, on met le pied dedans, on enfile le costume et on y va. Mais et il a puis, fallu plusieurs années. Et, mhm, et voilà. Et donc, mon parcours, il est particulier, hein, mais dans le sens, il a fallu vraiment aller jusqu'au néant absolu pour en avoir marre du vide, pour dire, OK, maintenant, j'accepte mon incarnation. mhm, Assez. ouais, J'en ai eu assez. Mais je suis passée par là, si tu veux, arriver vraiment à un état de mort physiologique, carrément, mhm, par la méditation. Mais après ça, c'était fini. Si tu veux. Je n'ai plus lutté contre la vie elle-même. Et il y a eu à ce moment-là une possibilité d'apprécier, de passer un coup de balai, d'apprécier, d'être ordinaire, totalement humaine. Et puis de goûter, de tomber amoureux de l'humain après ça. exactement. Mais tu as tout dit. C'est exactement ce que je partage. Tu as tout dit. C'est qu'à un moment donné, alors cette plénitude en fait du soi, cette plénitude, elle n'épouse pas le monde. Et ce processus de se réconcilier avec le monde, ce qui est comme une vraie réconciliation en fait, et ben c'est ça le chemin de vie. C'est à travers les expériences que l'on vit, à travers les peurs que l'on surmonte, eh bien de retrouver une relation d'amour avec le monde. En fait. Et toute la question, elle est là, c'est de retrouver une relation d'amour avec le monde. Et ça,
c'est tout à fait différent de cette démarche, comme tu dis très bien, de fuite, de refus d'incarnation, hein, que c'est tout à fait ça, hein, de, à travers la spiritualité, c'est de chercher de la spiritualité et dans l'éveil un échappatoire qui va nous amener à un état où, bah, si je ne suis personne, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien, et ce je ne suis personne devient un refuge, mais pas un refuge au sens spirituel du terme, ça devient une sorte de cachette. Je me cache dans le je ne suis personne. Il n'y a plus personne, donc tout va bien. S'il n'y a plus personne, eh bien tous les problèmes, ils restent bien à l'extérieur, et moi je suis dans ma cachette, il n'y a personne. Sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est que ce qui a besoin d'être vu, ce qui a besoin de passer, passera de gré ou de force. Il y a une forme de j'utilisais une image parfois en entretien de d'un loup qui est caché, qui est dans le sous-sol en fait. Et on croit qu'en fermant à double tour la clé du sous-sol, le loup va disparaître. Et nous, on est dans notre séjour, le séjour du il n'y a personne et tout va bien. Sauf que le loup, il va hurler de plus en plus fort pour passer en fait. Ça se passe sur le plan humain. Et, mais ce passage du loup, il est essentiel pour se libérer de ce qui nous fait souffrir et de ce qui nous empêche d'accéder à l'amour et à cette réconciliation. Donc en fait, refuser de vivre, c'est refuser de vivre l'amour. Et c'est refuser d'accéder véritablement à l'amour incarné. J'aime bien ajouter au mot amour la notion d'incarné. L'amour s'incarne et elle se vit sur le plan de l'incarnation. Euh, c'est dans ça que pour ma part, je dis non, quand on dit l'éveil, c'est l'amour. Non, l'éveil, c'est pas l'amour. Le soi, c'est pas l'amour. Le soi, c'est l'espace, et au sein de cet espace, la vie humaine est un processus alchimique qui nous amène à l'amour. Ouais. Merci de le dire comme ça, de le simplifier aussi précisément. Ouais. Merci. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est tout à fait ça, tu l'as très bien dit. Tu l'as très bien dit. Si on peut, pour revenir à la question initiale, qu'est-ce qui se vit après, euh, 15, 5, 10, 15, 20 ans après, eh bien c'est ça en fait. C'est cette alchimie humaine, cette alchimie humaine euh, qui se déploie aussi sur le plan énergétique, hein, qui amène à- et là, il y a quelque part une dimension christique, en fait, hein, qui apparaissait pas auparavant, une dimension christique, qui a une forme de sanctification de l'humain. On va dire ça comme ça. À travers nos guérisons, à travers nos lâcher prises, à travers notre maturité qui se fait progressivement, qui nous amène à un amour de plus en plus grand, il y a une forme de sanctification de l'humain. Lorsque je pense à des personnages comme Mahananda Mahi, par exemple, ce qui fait que Mahananda Mahi est Mahananda Mahi, c'est pas simplement une réalisation de ce qu'elle est, parce que ça, beaucoup vivent cette réalisation. Et c'est cette pureté humaine, cet amour inconditionnel qui est présent, et cet amour est le fruit d'un processus, est le fruit d'une maturité, d'une maturation, de guérison. Donc, et c'est ça qui est beau à vivre après la réalisation. C'est ça, c'est cette maturation qui nous amène à aimer de plus en plus. On va dire ça aussi simplement. Et, dans ton quotidien, est-ce que c'est toujours facile ou est-ce que il y a des oscillations par rapport justement à le fait de pouvoir tout embrasser, de dire oui à chaque instant, c'est pas dans le monde moderne, dans le monde dans lequel on vit ou en fonction de notre implication dans certains milieux, ce n'est pas simple. Eh bien, On est vraiment les, on s'est retroussé les manches et on y va dans la ouais. société, dans la communauté, avec l'autre, avec nos différences, les égos forts des uns et des autres. Comment ça se passe? ce qui, euh, ce qui amène beaucoup plus de simplicité à la vie, ce n'est pas tant cette réalisation que justement ce processus de transformation. Et aujourd'hui, je ne vois pas de collègues
Je ne vois pas de chef, je ne vois pas de... Non, je vois que des êtres humains et vraiment, il y a de l'amour partout en fait. Il y a de l'amour partout. Chaque être que je rencontre, on reçoit sa dose en fait. Et il y a véritablement un regard sur le monde qui a aujourd'hui, qui, je peux le dire aujourd'hui, parce qu'effectivement, je viens de changer de travail, je viens d'en quitter un autre, et je me rends compte qu'en fait, il y a une relation d'amour avec chacune des personnes que j'ai rencontrées, en réunion, en, quel que soit, en commission, quelles que soient les circonstances, c'est toujours une relation d'amour. C'est flagrant, quoi. Euh, et ça apporte, ce qui fait que, là, encore une fois, il y a une dissolution du monde professionnel, du monde familial. Tout ça, c'est dissous parce que ce ne sont que des êtres humains qu'on rencontre dans des situations différentes, mais c'est toujours des opportunités d'amour. Alors, des fois, la vie peut, dans certaines circonstances, eh bien, nous challenger avec un personnage qui va être un peu plus, on va dire, agressif ou un peu, voilà, un peu moins, entre guillemets, aimable. Et ben, ce n'est toujours que des opportunités pour aller encore plus loin dans l'amour. Des opportunités de pardon, de compréhension. Enfin, c'est, c'est, Est-ce que c'est, tu... Ouais, oui. c'est sans fin. Ouais. Est-ce que pour toi, ce sont des miroirs par exemple, s'il y a une réactivité, l'autre est un miroir justement d'apprentissage. Si on considère que tout est Dieu, tout est l'ici et maintenant, tout est Dieu, il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas le divin, à mon sens. Mais parfois, puisque nous sommes pris dans ce jeu de distance, de séparation, à un certain niveau, on continue de le jouer. Euh, le rêve ne finit pas. Euh, Alors, donc ça à peut chaque, être... pour moi, c'est Dieu qui parle à Dieu, quoi, en permanence. ah Il oui, communique avec lui-même. de toute façon, oui. De Mm. toute façon, dans l'absolu, ce n'est que ça. C'est Dieu qui rencontre Dieu à travers Dieu. Enfin, tout est Dieu, en fait. Tout est Dieu, à la fois en termes de moyens, que de finalité, que d'origine. En fait, c'est Dieu qui va vers Dieu en passant par Dieu, quoi. Donc, c'est magnifique. Et, mais à chaque Qui s'envoie un rencontre, message. Qui ah s'envoie un oui, mais message dans ce cas-là. complètement, c'est ça. Mm. C'est Dieu qui se rencontre lui-même à chaque seconde. Maintenant, quand au quotidien, quand c'est pas toujours perçu comme ça regarde, c'est pas toujours cette notion de Dieu, c'est Dieu, euh, Mm. comme pouvait le faire Ramdas, Ram. Mais chaque être humain est aimé non pas parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est humain, parce qu'il est vivant. Les choses ne sont pas aimées parce que c'est Dieu en fait. C'est pas j'aime Dieu à travers toi. Non, c'est je t'aime toi tel que tu es, dans ta forme, dans ta singularité. Et ça donne des frissons en parlant. Mais c'est beau de rencontrer effectivement. Au fond, la finalité, c'est ça, c'est qu'on rencontre Dieu à travers plusieurs formes, et chaque nouvelle rencontre nous apporte une nouvelle coloration, une nouvelle singularité de Dieu, de la vie, de l'un. Euh, Parce que en parlant, j'ai des visages qui apparaissent, des visages des personnes que j'ai rencontrées. Et c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre un nouveau visage, eh bien, c'est beau d'en parler parce que au moment de la rencontre, ça se fait naturellement, il y a quelque chose d'extrêmement fluide. Mais quand on en parle et puis que je fais un pas en arrière pour observer ça, mais c'est toujours que de l'amour, en fait. Toujours que de l'amour, de l'attention, de la bienveillance. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, pour ma part, je fais beaucoup moins et de moins en moins de satsang, de rencontres. J'en fais vraiment de moins en moins euh, parce que euh, il apparaît que le satsang, finalement, il est continu, que les occasions d'aimer continuent et il y a pas un moment qui commence tel jour à telle heure, qui finit tel jour à telle heure. C'est qu'avant, c'est déjà le satsang, après, c'est encore le satsang et et qu'on est dans la diffusion de l'amour en continu, en continu.
et que sans même parler de spiritualité, le simple fait de rayonner cet amour, cette sérénité, eh bien, ça rayonne, enfin, ça resplendit à chaque moment du quotidien, en fait. Et pas uniquement au moment d'une vidéo ou d'un satsang, c'est continu. Donc, c'est pour ça, là j'ai des amis chez qui je fais des rencontres à chaque saison. À un moment donné, même ça commençait un petit peu à tomber, mais parce qu'il y a cette invitation, cette attente, j'y vais, quoi. Mais finalement, c'est pas à ce moment-là que c'est pas un créneau réservé à la spiritualité. La spiritualité, elle est continue et dans chaque plan du quotidien. Ouais. Bah, ceux qui transmettent sont peu nombreux, mais il y a énormément de personnes qui ont réalisé leur vraie nature. Et donc, une infime partie passe dans des vidéos ou une infime Bien sûr. partie organise des satsangs. Et vraiment une infime partie, ça faut le savoir. Je crois que Mhm. la- l'idée qu'on peut se faire hein, de l'enseignant spirituel, c'est celui qu'on voit comme là présentement qui passe sur YouTube, entre guillemets. Mais c'est pas représentatif parce que les Mhm. enseignants spirituels, il y en a partout. Il y en a qui travaillent dans toutes les branches de la société, qui passent complètement inaperçus. Bien J'en sûr. rencontre constamment, qui sont silencieux, qui n'ont absolument aucune envie de partager, d'ailleurs. Mhm. Mais l'intérêt ou le propre peut-être de l'enseignant, entre guillemets enseignant, c'est un peu comme un prof, quoi. Prof de maths, mais c'est qu'il a un intérêt pour les maths. Là, Exactement. c'est dans sa structure de partager, voilà, plutôt que C'est ça. il n'est pas mandaté par une mission divine. Non, non, c'est juste sa structure Mais c'est ça. d'avoir cette capacité. Et toute rencontre que l'on fait d'une personne qui nous amène qui nous apporte un certain bien-être, qui nous témoigne un certain amour inconditionnel, est un enseignant, et sans pour autant chercher à se désigner comme tel. Euh, c'est simplement leur présence, leur attention, leur amour, leur compréhension, leur écoute qui, euh, qui est donc un vecteur d'un enseignement, sans même qu'ils cherchent à enseigner. Et c'est comme tu dis très bien, ça se fait tout à fait naturellement, parce que c'est dans leur façon de fonctionner et dans leur singularité, quoi. Ouais. Est-ce que tu vois une, euh, un changement au niveau de la société qui va dans le sens... parce qu'on on est quand même dans un fonctionnement, on va dire, hors temps du point de vue de la Mm, verticalité, de l'attention qui ne va nulle part, mm, de la conscience qui ne bouge pas. Et pourtant, le vinyle est en train de se lire, la musique est en train de se jouer, euh, dans un système apparent, en tout cas de mm, causalité. Et il semblerait que euh, on aille vers quelque chose, qu'on tende vers mm, quelque chose, ne serait-ce que incarner l'amour, qui est déjà mm, quelque chose qui me semble être cela, qui est en train de se passer, c'est-à-dire d'imprégner la matière de l'esprit, justement. mm. Et je sais pas comment tu vois un peu les choses, toi aussi, de ce côté. Oui, ce qu'on constate, mais je ne sais pas si même si quelque part on peut constater une forme d'accélération, mais ce que je peux dire, c'est que les situations de confusion amènent de la clarté. C'est à travers la confusion qu'on peut retrouver de la clarté. Et en ce moment, il y a beaucoup de confusion sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan du quotidien, sur le plan géopolitique. Et ce qui en ressort, c'est que de toute façon, même à travers ces moments de trouble, eh bien, c'est toujours la vie qui s'exprime et qui nous ramène à de la clarté. Et parfois, il faut passer par le trouble pour revenir à ça. Euh, donc, il y a derrière, alors que ça, c'est lié aussi, en revanche, à l'absolu, il y a une foi qui est là, une foi absolue en la vie. C'est une foi qui nous fait dire que quelle que soit la situation, même la situation la plus catastrophique, eh bien, il y a une sérénité de fond qui nous fait ressentir que tout va bien, malgré tout. Tout va bien malgré tout. Ça ne veut pas dire, encore une fois, quand on parle d'acceptation, qu'il faille, entre guillemets, ne rien faire, laisser faire. Mais l'acceptation de ce qui est,
c'est aussi d'accepter cet élan naturel, cette aspiration à travers, euh, à travers l'amour, à travers la bienveillance, à laisser l'action se faire à travers nous, en fait. Donc, c'est pas en contradiction avec l'acceptation que d'agir. Au contraire, accepter, c'est aussi accepter la façon dont, euh, dans notre singularité humaine, eh bien, la vie va se déployer. Et ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer le pas pour ça, hein. C'est lorsque plus on est dans l'écoute et l'amour, et plus naturellement, eh bien, nos actions vont se porter vers cette forme de bienveillance, et on va contribuer quelque part à notre manière, d'une façon tout à fait naturelle, euh, à, voilà, à déployer, à diffuser l'amour, à, à apporter de l'harmonie, on va dire, de l'équilibre dans cette confusion. Ouais, souvent, on peut être happé par ce qu'on peut appeler l'extérieur, par une impression de chaos et d'une société qui part à la dérive, de plus d'agressivité, plus de violence, une guerre Ouais. qui nous est peinte sur les écrans. Euh, et je te dirais aussi, j'ai j'ai- j'ai eu quelques conversations avec des personnes qui se sentaient un petit peu perdues justement dans quel positionnement avoir. Euh, et, euh, et je dirais, moi, ma réponse toujours, c'est l'acte le plus politique dans tout ça, c'est de prendre la responsabilité pour l'énergie qu'on dégage soi-même, que l'on émane. Et oui, Donc, lorsque l'on est en soi-même violent, dans sa tête, ne serait-ce que dans sa c'est tête, ça. dans son corps, on émane ça, on produit, on continue, on maintient la société en place, On entretient violente. absolument. Oui. On maintient l'exclusion, on maintient le jugement, on maintient cette violence en la vivant depuis l'intérieur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'auto-censurer? Non, peut-être la laisser s'exprimer, mais en conscience. Mhm. C'est délicat, c'est subtil comme jeu, hein. C'est-à-dire prendre la responsabilité, oui, mais sans culpabilité, sans cet aspect moralisant qui est derrière. Mais pour moi, c'est l'acte le plus politiquement engagé que Mhm. de prendre la responsabilité pour l'énergie qu'on amène dans un lieu, l'énergie qu'on dégage en permanence, c'est ce qui se passe à travers nous. Donc, en réalité, il n'y a rien qui est à l'extérieur, rien qui est à l'intérieur. Rien n'est secret, en fait. C'est le plan Mhm. divin, il n'y a rien de secret. Il n'y a rien qui est caché. Tout est partagé et tout est en relation. Nous sommes des vagues d'un océan, hein. Donc, Mhm. C'est ça. Euh, notre, ce qu'on est a un impact autour de nous. Euh, que l'on fasse ou pas d'ailleurs. Et des fois, le simple, en n'agissant pas, on peut être plus impactant qu'en agissant. Euh, et ça se fait naturellement. Euh, notre transformation à travers ce que j'ai expliqué, à travers nos expériences, cette maturité, qui grandit, n'est pas sans conséquence autour de nous en fait. Et c'est parfois les personnes les plus simples au quotidien qui vont le plus contribuer à des changements que ceux qui sont dans la réaction, la révolte, la résistance. Euh, J'aime beaucoup une façon d'aborder les choses qu'utilisait Arnaud Desjardins. Alors, je parle d'Arnaud Desjardins parce que c'est vrai que je lisais beaucoup Arnaud Desjardins quand j'étais plus jeune et il m'a permis de pas mal comprendre certaines choses. Euh, Pendant un temps, j'avais mis un peu de côté cette compréhension et avec l'expérience, je me suis dit, ah bah tiens, c'est ce que disait Arnaud. Ah bah tiens, c'est ce que disait Arnaud. Et donc ça revient en fait. Et, il différenciait l'action et la réaction. Euh, la réaction, c'est celle qui provient de nos résistances, de nos attachements. Donc c'est quelque chose qui va aller contre, en fait. Alors que l'action, c'est ce qui va émerger d'une vision plus claire des choses, une attitude plus sereine, plus posée. Et donc, en fait, la réaction n'est pas toujours adaptée à une situation, alors que l'action, finalement, c'est ce qui vient se poser naturellement sur une situation à travers un regard plus large sur ce qui est. Et je dirais que la maturité dont je parlais, hein, à travers les expériences, nous amène de plus en plus à agir et non plus à réagir. Je ne sais pas si tu vois la nuance que oui. je vais apporter par rapport à ça. C'est ça, en fait, aujourd'hui, on réagit beaucoup.
quand j'ai dit on, c'est sur le plan du monde, on réagit beaucoup plus qu'on agit. On est de la révolte, réaction, résistance, c'est toujours ré. Donc là que ça vient, hop, plutôt que dans l'action, la compréhension, l'attention et euh, le discernement. Parce que la réaction, la différence entre la réaction effectivement et l'action, c'est le discernement. De l'action, il y a discernement, de la réaction, il n'y a pas de discernement. Ouais. Donc, oui, c'est la vie qui se chargera de créer petit à petit des opportunités pour faire un stop, peut-être de plus en plus large par rapport à ces réactivités, d'être de plus en plus l'observateur de ces réactivités. Mais c'est au rythme de chacun et des capacités de chacun. Donc ça, C'est cette ça. maturité-là, elle se fait pas en un jour et ça sert à rien d'être frustré non plus, d'être impatient, de partir euh, d'être en guerre contre soi-même. Absolument, c'est ça. C'est 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 très important de ce que tu dis. Euh, euh, cette maturité-là, elle vient pas à pas. Et chaque pas de cette maturité-là est un pas de réconciliation. Donc, ce n'est pas une lutte contre soi-même, ce n'est pas une guerre contre soi-même, parce que la guerre qu'on fait à l'extérieur n'est que le reflet de la guerre que nous faisons à l'intérieur. Euh, donc, ce cheminement-là est plus chaque pas vers cette vers cette maturité est un pas de réconciliation. C'est toujours pardonner un peu plus, aimer un peu plus, comprendre un peu plus, voir un peu plus. Et donc, il ne s'agit pas tout de suite de se dire je vais être un grand sage, mais aujourd'hui, au quotidien, de voir que les situations m'amènent à faire un pas de plus vers un peu plus de sagesse, un peu plus de maturité, un peu plus d'amour. C'est des résistances qu'on va rencontrer. Tiens, ah là, il y a une résistance. Tiens, bah, cette résistance-là, eh bien, c'est un nœud qui se présente. Eh bien, on va tendre naturellement à le dénouer, parce que ce nœud est un obstacle à un peu plus de tranquillité, de bonheur, d'amour, de sérénité, de tranquillité. Enfin, pour conclure, je voudrais te poser une dernière question. Ça serait quoi, toi, ta recette du lâcher-prise? C'est pas une mince question, mais mhm. justement parce que le temps que l'on peut passer à chercher des solutions mentales, alors que la solution mentale, souvent, c'est un petit hamster qui tourne dans sa roue en recherche de solutions. Il n'y a pas de solution mentale nécessairement. Le lâcher prise, c'est encore autre chose. Comment est-ce que tu pourrais peut-être partager ton point de vue, comment ça a pu évoluer aussi au fil du temps, peut-être? Cet apprentissage du lâcher prise. Alors, ce qui est magnifique, c'est de réaliser que c'est quand on est lorsqu'on a beaucoup résisté, c'est lorsqu'on a beaucoup résisté qu'on découvre le lâcher prise. Donc en fait, eh ben, si ça résiste, eh bien, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la résistance? Et puis de se rendre compte que cette résistance-là, finalement, est une impasse. Et c'est d'impasse en impasse qu'on commence à découvrir les portes, les fenêtres. Donc, je suis pas inquiet en fait, parce que quel que soit le chemin qu'on prend, quelles que soient nos résistances, de toute façon, la vie va nous amener à lâcher prise. Après, ben, plus on expérimente les résistances et plus on découvre et on réalise les bienfaits du lâcher prise. Donc, je pense que chacun, à travers son quotidien, va être amené à découvrir d'une manière tout à fait intime, non pas parce que il y aurait une recette extérieure, mais va véritablement profondément assimiler le bienfait et la vertu du lâcher prise. Quelque part, c'est peut-être justement à travers l'expérience que les choses vont devenir parfaitement claires, en fait. Plutôt que d'appliquer des recettes extérieures en disant il faut faire comme ci ou comme ça, ben non, vivons pleinement la vie et la vie se chargera de nous faire découvrir les vertus du lâcher prise, du pardon et de l'amour. Ok. Ah ben, merci. Merci beaucoup, Merci, Frédéric. merci à toi.